Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue au Centre de femmes immigrantes en action. Mon nom, c'est Julie Mwaka. Je suis la directrice du Centre de femmes immigration. J'ai l'honneur de recevoir sur notre plateforme Madame Kon Kapen et Madame Nana Ngobila, qui seront nos deux panélistes aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir. OK. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes vraiment contentes de vous recevoir ce soir, malgré la fatigue, on est vendredi. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la violence conjugale, culture et remèdes. Et nos deux panélistes vont nous expliquer et aider les femmes. Comme vous le savez, l'objectif de notre conférence aujourd'hui, c'est vraiment la sensibilisation auprès des femmes immigrantes ou toutes les femmes confondues qui vivent la violence conjugale. Pourquoi nous avons choisi ces thèmes durant cette période de l'année? C'est suite au confinement, nous avons remarqué que le taux de violence conjugale a augmenté de 60% comparé à l'année dernière. Et c'est vraiment une situation qui est délicate ici au Canada. Et nous autres, on est là pour vraiment aider les femmes, passer le message aux femmes qui vivent cette situation. Et je laisse Madame Thérèse, qui est la coordonnatrice des activités d'Ottawa, qui va nous présenter nos deux panélistes. Par la suite, nous allons passer aux périodes de questions. Et voilà, merci. Merci Julie. Bonsoir à tous. Alors, j'ai le privilège ce soir de vous présenter la biographie de nos deux panélistes, Madame Kon Kapen et Madame Nana Ngobila. Madame Kon Kapen est détentrice d'un baccalauréat en travail social, obtenu en 2009 à l'Université du Québec en Outaouais, d'un baccalauréat spécialisé en éducation pour le cycle primaire et moyen, obtenu en 2019 à l'Université d'Ottawa et également d'une maîtrise en service social, spécialisation enfance et famille, obtenue en 2014 à l'Université d'Ottawa. Comme expérience, elle est dans le domaine du travail social, essentiellement auprès des femmes et des enfants. Toutefois, elle a d'autres types d'expériences avec des personnes vulnérables. À son arrivée au Canada, à Montréal en 2002, elle a été hébergée dans une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences. Ce centre accueillait également des femmes et jeunes filles demanderesses d'asile. Elle était très jeune au début de sa vingtaine. C'est durant son séjour dans cette maison d'hébergement qu'elle a réellement pris conscience des inégalités, des oppressions et des violences dont les femmes sont victimes dans la société. Cela l'a amenée à beaucoup réfléchir et prendre conscience du féminisme inconscient. Elle est devenue par la suite une féministe consciente et militante. Depuis lors, la cause de la femme est devenue son combat de tous les jours. Elle a eu à faire du bénévolat dans le centre en question et aussi au centre d'encadrement pour jeunes filles immigrantes. Tout ça pour un court laps de temps. Dans la région de l'Outaouais, à Gatineau, elle a œuvré auprès du CALAS, auprès des filles et même victimes de toute forme de violence. Elle travaillait et accompagnait beaucoup plus les femmes issues de l'immigration, notamment africaines. Elle a aussi œuvré dans une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences et leurs enfants, dont la quasi-totalité des hébergés étaient des femmes issues de l'immigration. Elle a également travaillé comme intervenante scolaire pour un centre de santé à Hamilton, notamment auprès de jeunes filles potentiellement ou victimes de violences. Comme accomplissement, sa mémoire de fin d'études de maîtrise dont elle est extrêmement fière, portant sur la violence faite aux femmes en contexte de guerre et dont le titre est « Les violences sexuelles dans les conflits armés,
ni fatalité, ni dommage collatéral, mais une arme stratégique qui cible délibérément les femmes. État de la situation en République démocratique du Congo. Madame Konkapan nous dit ceci: « Je suis fière de ce travail car c'est un éclairage de plus sur l'intention délibérée derrière les violences sexuelles faites aux femmes dans la guerre en RD Congo, pays dont je suis originaire. J'y ai mis tout mon amour pour mon pays. Comme passion, c'est sa famille qu'elle réserve exclusivement la majeure partie de son temps. Ensuite, il y a aussi son pays, le Congo, qu'elle n'a pas choisi, mais que Dieu lui a donné. Et la cause des femmes elle-même, en tant que femme issue d'une société très inégalitaire. Je vais passer à celle de Madame Nana Gombila. Madame Nana Gombila est détentrice d'un diplôme universitaire en droit, un diplôme collégial en ressources humaines management network, un service d'assurance principal et un autre certificat en counseling au Canada. Elle est évangéliste, mère, parent et employée dans une institution financière. Madame Nana a passé beaucoup de temps de sa vie dans l'évangélisation. Sa mission est de servir Dieu dans plusieurs plateformes du Canada. Créatrice du mouvement Crée ton bonheur, origine de la RDC, coach et chef d'équipe dans une institution financière. Elle siège à l'Assemblée francophone de l'Ontario et responsable du secteur femmes à la table féministe de concertation provinciale de l'Ontario. Une femme au grand cœur, philanthrope, sa mission est d'apporter la différence et un sourire dans la vie des personnes qui en ont besoin. Une femme issue de l'immigration. Le mouvement Crée ton bonheur est une plateforme qui permet aux gens de découvrir les potentiels et la bonté enfouis en elle. Une femme au grand cœur qui sait assigner de révéler l'éclat dans la vie des hommes. Sa contribution est de sauver les vies des femmes qui souffrent de la violence conjugale. Je vous remercie et je passe la parole à Julie. On ne t'entend pas, Julie. Excusez-moi, c'était sur mute. Merci, Thérèse, pour la parole. Donc, maintenant, c'est le tour de nos deux panélistes de nous montrer, de nous parler. On va vraiment vous écouter. Et je passe à la première question. Je commence par Madame Nana Ngobila. Voici la question. Que représente la violence conjugale dans une société selon vos croyances et cultures? Sa perception dans vos cultures et croyances, c'est-à-dire comment la violence conjugale est vue d'emblée selon vos croyances et cultures. Parce qu'on vient de l'Afrique, nous sommes des immigrants, le Canada c'est notre pays d'accueil, et la violence conjugale est perçue d'une autre façon que chez nous. On veut le savoir, on veut découvrir à travers vous cette réalité. Merci beaucoup pour la parole et merci pour la question. Que représente la violence selon ma conviction? Je suis chrétienne et je crois que quand Dieu a créé son monde, on peut même bien le voir qu'il a créé l'homme, l'a mis dans un très bon environnement, mais il lui manquait quelque chose, il lui manquait quelqu'un. Et c'est là qu'on nous dit qu'il a introduit la femme. Donc, on peut voir que dans le plan de Dieu, il veut une famille équilibrée. Et quand nous avons une famille équilibrée, nous avons une communauté forte. Quand nous avons des communautés fortes, nous avons une forte nation. Et le monde peut aller de l'avant. Alors, la violence conjugale, pour moi, selon ma perception et selon mes convictions, c'est un vice, c'est une déviation, c'est une déformation.
Maintenant, selon ma culture, je pense que venant de l'Afrique, immigrante, la violence conjugale existe, elle est là, elle est présente, mais on n'en parle pas trop. On pourrait même voir peut-être un homme ou une femme gifler son mari. On voit souvent le contraire. Donc, un homme peut-être gifler son mari, sa femme, et les gens ne trouvent pas que c'est quelque chose de grave. On a l'impression que ça arrive. Il est en train de corriger son épouse, alors que, comme je dis, c'est une malformation, ça cause des dégâts terribles. Donc, pour moi, je ne suis pas d'accord avec la violence conjugale et je pense que la violence conjugale vient entamer la personnalité et amène la personne à pouvoir se renfermer et au lieu d'être dans un potentiel ou bien d'être épanouie, la personne se renferme et ça cause beaucoup de dégâts. Et comme je disais, en tant que chrétienne, nous voulons voir des couples équilibrés, épanouis. Donc, pour moi, vraiment, la violence conjugale est un vice, c'est un mot, c'est comme un virus, ça entre partout et ça ne fait pas du bien. Merci pour la question. Merci beaucoup, Madame Nana Ngobila. Et je reprends la même question à Madame Conte-Capen. Comme vous le savez, je vais répondre à la question. Qu'est représente la violence conjugale dans une société selon vos croyances et cultures et sa perception dans vos cultures et croyances? Comment elle est perçue, la violence conjugale? Alors, merci, Madame Julie, pour ta question. Je vais rejoindre Madame Nana sur certains points et je vais peut-être ajouter d'autres points parce que moi, j'ai évolué un peu dans ma réflexion par rapport à mon expérience personnelle comme ça a été présenté. Hein, quand je suis arrivée au Canada, je me suis retrouvée par hasard dans une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences. Mais je ne sais pas pour quelle raison, on accueillait aussi je pense que c'était plus pour une question de place dans les YMCA, ce genre d'endroits où on a habituellement l'habitude d'accueillir les personnes qui arrivent et qui demandent l'asile. Je me suis retrouvée dans cette place-là. Et c'est là que, pour la première fois, j'ai pris conscience que la violence conjugale, c'est un problème. S'il y avait des femmes qui se retrouvaient dans ces maisons d'hébergement-là, c'est parce que c'était un problème, contrairement à ce que je pensais avant que c'était un problème privé. OK? Je pensais que c'était un problème privé dans un couple, hein, marié ou pas marié, et que c'était quelque chose qui se réglait dans le couple. Et j'ai mûri ma réflexion et depuis, je me dis, pour moi, la violence conjugale est devenue un problème de société. Un problème de société, pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que l'ampleur était assez importante. Il y a peu de femmes qui parlent, mais il y a beaucoup de femmes qui sont violentées. OK? Alors, rien qu'à voir dans les maisons d'hébergement, on voit que c'est vraiment un problème de société. Et d'où vient ce problème, selon moi et selon mes croyances actuelles? Comme j'ai dit avant, pour moi, c'est un problème privé. Maintenant, c'est devenu une question de problème de société. Et j'ai compris d'où venait le problème par rapport à mes lectures, par rapport à mes études. J'ai compris que ça venait en fait du fait que la société, qu'elle soit en Occident ou en Afrique d'où on vient, peut-être qu'elle s'est encore plus prononcée en Afrique qu'ici, mais veut pas, on est dans une société dite patriarcale. Patriarcale, c'est-à-dire que il y a une prédominance ou une dominance masculine, aussi bien au niveau de la famille, c'est-à-dire l'homme est dominant, domine la femme et les enfants, et cela s'étend même dans toute la sphère de la société. Je n'ai pas à vous l'apprendre, on le sait. Alors, le problème de la violence conjugale, comme je disais, c'est un problème de société. Et pourquoi c'est un problème de société? Parce que ça ne touche pas une seule catégorie de personnes. Ça touche toutes les classes de la société, que ce soit chez les riches, la classe moyenne, les plus pauvres, parce que
il y a tellement de mythes et de préjugés que les gens pensent que c'est juste les pauvres. Non, dans les familles riches, la violence conjugale existe, aussi bien que dans les familles des classes moyennes que dans les familles pauvres. La seule différence, c'est que il y a certains groupes dans la société qui sont plus à risque ou qui sont plus vulnérables, je dirais, plus vulnérables par rapport aux conditions dans lesquelles ils se trouvent. On parlait des femmes immigrantes. Évidemment, les femmes immigrantes font partie de ces groupes-là. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui viennent au Canada et qui n'ont pas ce qu'on appelle comment dirais-je, un filet de sécurité. Qu'est-ce que j'appelle filet de sécurité? Ben, c'est la famille élargie. Nous, on arrive, on se retrouve soit seul. Il y en a qui sont chanceux, qui ont des frères et sœurs. Moi, par exemple, personnellement, quand je suis arrivée au Canada, j'étais seule et seule. Ma famille, j'ai fini par la constituer ici moi-même. Hein? Mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je veux dire, là, pour parler de façon générale, les femmes immigrantes arrivent, elles sont soit seules avec leur mari ou bien elles rencontrent leur mari. Elles n'ont pas vraiment ce qu'on appelle la famille élargie. Vous savez comment on vit en Afrique. Hein? Même le cousin de la cousine, c'est la famille. On n'a pas ça ici, ce qui fait que quand on se retrouve dans une relation de couple, marié ou pas marié, on est très vulnérable. On est vulnérable si on tombe sur quelqu'un de violent. OK? Et puis, il y a une chose que je voudrais aussi clarifier. Pourquoi je disais que la violence conjugale, c'est un problème de société? C'est parce que c'est plus qu'une chicane de couple. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la violence conjugale, c'est une chicane de couple. Non. La violence conjugale n'est pas une chicane de couple. C'est juste une réponse peut-être inadaptée. Pas une réponse inadaptée, une façon inadaptée de réagir face à une frustration, à une colère. Et c'est quelque chose de ponctuel. Alors que la violence conjugale, c'est quelque chose qui dure dans le temps et qui s'inscrit vraiment dans un rapport de force entre l'homme qui est le dominant et la femme qui est celle qui est dominée. Et puis, je voulais ajouter autre chose. Pourquoi c'est un problème de société? Important, c'est parce que 80% des personnes qui subissent la violence conjugale, ce sont des femmes, 80% et plus. C'est une catégorie de personnes spécifiques et la grande majorité des personnes qui exercent cette violence sont des hommes. C'est aussi ça qui fait que ça devient un problème de société. C'est basé sur le genre. OK? Voilà, c'est un peu ce que je veux dire. Moi, ma croyance que je crois, vraiment foncièrement, si je dois me répéter, c'est que ce n'est pas un problème individuel, c'est un problème de société et c'est pour ça que ça doit être pris en tant que tel et on doit travailler là-dessus, toute la société ensemble. C'est un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Merci beaucoup, Madame Conn, pour la réponse. On va poursuivre avec la deuxième question. Comme vous le savez, nos deux panélistes ont vraiment un background vraiment très différent. Madame Nana Ngobila, c'est une évangéliste et sa croyance, c'est vraiment dans ces cadres où on est aujourd'hui, c'est la croyance spirituelle. On n'est pas une plateforme religieuse, mais on respecte la croyance de tout le monde et c'est un sujet que nous pouvons discuter ici. Fait que Nana Ngobila, elle, c'est vraiment évangéliste. Elle offre la croyance spirituelle. Puis nous avons Madame Conn. Elle, ici, elle représente une travailleuse sociale. C'est-à-dire, elle va nous parler d'une manière scientifique. Maintenant, la question numéro 2, je vais le poser d'abord à Madame Nana Ngobila. Quel est le mode d'intervention à privilégier pour une femme victime de violences conjugales, selon vous, selon vos croyances?
Premièrement, selon mes croyances, les modes d'intervention, c'est qu'une femme qui est en train de vivre une violence conjugale, et quand on parle de violence, on ne doit pas oublier que ce n'est pas seulement des violences physiques, ça peut être des abus aussi d'une manière verbale. C'est une femme qui est désemparée, c'est une femme qui ne se retrouve pas, c'est une femme qui perd son estime de soi, qui perd sa force, qui des fois même perd sa beauté, qui perd ses repères, si je pourrais dire. Alors, le mode d'intervention serait premièrement à la personne qui est en train de vivre cet abus de pouvoir savoir où se tourner. Avant de se tourner ou de se confier ou de parler à quelqu'un, je pense que ce qui est important de faire, c'est faire vraiment un état de lieu, essayer de voir qu'est-ce qui se passe, comment je me retrouve dans cette situation. Là, je ne parle pas de jouer un jeu pour condamner. Je ne parle pas de commencer à montrer du doigt, mais essayer d'attaquer la source. Je pense que quand les choses sont en train de ne pas marcher, souvent le problème est à la source. Souvent le problème est dans la fondation, dans le fondement, dans la manière dont les personnes sont en train de bâtir leurs relations. Au-delà du physique, au-delà des émotions, au-delà des abus, il y a toujours quelque chose qui se cache. C'est pour ça que j'aime bien porter ce chapeau d'évangéliste, pour vous dire qu'au-delà de ce qu'on peut voir comme abus, il y a quelque chose dans le profond de la personne. Cet homme qui est agressif, ça ne veut pas dire que tous ont vécu dans un milieu agressif et ils sont en train de reproduire, non. Cet homme qui est agressif, ou bien même des fois, cette femme qui est agressive, ça ne veut pas dire qu'elle est seulement née comme ça, ou bien qu'elle a juste perdu la tête. Il y a des éléments qui les amènent à réagir de cette manière. Il y a l'environnement, il y a plein de facteurs qui jouent. C'est pour ça que je me dis qu'un état de lieu est très important, de comprendre avec qui je suis en relation. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne? Pourquoi il réagit comme ça? Pourquoi je le permets de pouvoir se comporter de cette manière? Comment ça m'affecte? Comment ça affecte les gens autour de moi? En faisant cet état de lieu et en essayant de pouvoir savoir à qui parler. Parce qu'il y a plusieurs couples qui ont été vraiment en trouble. Ça ne marchait pas dans leur famille, mais ils se sont carrément séparés, divorcés. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé à la mauvaise personne. Il y a eu trop d'ingérence et ça n'a pas, au lieu d'aider, ça a carrément fait tout tomber. Donc, c'est de parler, de savoir à qui parler. Et j'aime bien parce que Madame Capin est là. C'est une travailleuse sociale. Il y a des personnes dans la société, dans la communauté, qui ont l'expertise, qui sont capables de pouvoir aider, de pouvoir intervenir, de pouvoir aider la personne, d'accompagner la personne pendant ces moments de crise. Mais au-delà des travailleurs sociaux, il y a aussi des travailleurs spirituels, des femmes et des hommes qui connaissent la parole. Pourquoi je vous amène à la parole? Parce que comme je l'ai dit dès le début, Dieu, en faisant son monde, il voulait une famille équilibrée, il voulait une société épanouie. Il y a des choses que nous pouvons faire avec notre propre capacité, avec notre propre intelligence, mais il y a des fois, c'est au-delà de notre intelligence, c'est au-delà de notre capacité. C'est là que le spirituel vient. Il y a deux lois qui règnent dans le monde de Dieu. Il a dit deux choses très importantes. Tu aimeras ton Dieu plus que toi-même et tu aimeras ton prochain. Si on reste seulement dans ces deux trucs, on serait capable de pouvoir voir une communauté ou un couple ou des couples en bonne santé. Il y a aussi des points très, très importants que je voulais souligner. Il y a un verset que j'aime, excusez-moi d'en parler, c'est 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 7, qui dit quelque chose, qui dit « L'amour croit tout, l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout ». Donc, on a besoin, pour cette femme qui est en train de passer à travers des moments terribles, à travers des abus conjugaux, cette personne a besoin de la parole de Dieu pour qu'elle puisse s'équilibrer. Mais au-delà de la parole de Dieu, comme j'ai dit, elle doit comprendre. Oui. La base
qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis dans cette relation, comment je peux m'en sortir. Je vais demander à toutes les personnes si elles peuvent se muter, s'il vous plaît. Donc, c'est ça. C'est vraiment important. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais repasser la parole à Madame Julie et je vais continuer par après. Merci. Ça va? OK. Parfait. On revient à la même question pour Madame Concapen. Quel est le mode d'intervention à privilégier pour une femme victime de violences conjugales? Fait que on est dans un contexte où la femme vit de l'abus. Ben, peu importe l'abus matériel, physique, psychologique ou autre, mais quel est selon vous le mode d'intervention à privilégier pour une femme qui est dans une relation abusive? Merci Julie pour la question. J'aimerais revenir et j'insiste sur le fait que la violence conjugale n'est pas une chicane, ok? La violence conjugale, comme je l'ai dit tantôt, c'est un problème sérieux. Et la violence conjugale, dans la violence conjugale, on retrouve plusieurs formes de violence, ok? Parce que souvent, quand on va parler de la violence conjugale, on pense à la violence physique. Au-delà de la violence physique, on a la violence psychologique, la violence sexuelle, la violence économique, la violence verbale, ok? Et certaines de ces violences, on a tendance à les banaliser. On pense que la violence se limite à la violence physique, ok? Et je l'ai dit tantôt, pour moi, c'est un problème. J'insiste sur ce point-là. Et j'insiste aussi sur le fait que chicane et violence, c'est deux choses complètement différentes. Parce que dans une chicane, c'est ponctuel, c'est des choses qui arrivent. Les chicanes, ça arrive dans n'importe quelle relation. Relation amoureuse, relation familiale, relation de fratrie, relation d'amitié, relation de travail. On a des chicanes. Mais la violence conjugale, moi, je pense que c'est un problème sérieux et dans une violence conjugale, je ne pense pas qu'il est question d'amour. Il est question plutôt de pouvoir, selon moi. OK? Dans une chicane, comme on dit, il y a un adage qui dit en français, qui aime bien châtie bien. Ça, on peut le mettre dans le cas de la chicane, mais dans le cas de la violence conjugale, non, je ne pense pas que c'est une question d'amour, c'est une question de pouvoir. Il y a un rapport de force entre la personne qui domine et la personne dominée. On cherche à contrôler l'autre. Quand on exerce de la violence sexuelle, par exemple, sur une femme, qu'elle soit sa femme ou pas, vu que on parle de la violence conjugale, donc ça suppose deux personnes en relation de couple. Si on exerce, peu importe la violence, la forme de la violence conjugale qu'on exerce sur la personne, c'est pas parce que c'est parce qu'on veut contrôler cette personne-là. On veut avoir le dessus sur cette personne. Si tu exerces la violence économique, c'est parce que tu veux enlever un peu cette autonomie financière à ta personne, à ta femme ou ta conjointe. Je ne pense pas que ce soit de l'amour, ça. Si tu exerces de la violence sexuelle sur ta femme qui te dit non, je ne suis pas disponible aujourd'hui, je ne suis pas disponible tout de suite, moi, je ne pense pas que ce soit un acte d'amour, OK? Alors, comment intervenir, je dirais, dans le cas de la violence sexuelle? Moi, je pense que peu importe la forme de violence, conjugale, j'allais dire, peu importe la forme de la violence, pour moi, c'est tolérance zéro. Il faut s'extirper de cette violence-là. Donc, moi, j'encourage les femmes qui vivent de la violence conjugale, je dis bien violence et non chicane de couple, de se sortir de cette violence-là. Parce que la violence conjugale, en fait, c'est un cycle. Hein? C'est un cycle, OK? Donc, il va y avoir la tension, il y aura l'agression, il y aura la partie lune de miel, hein, là où
le bonhomme va se présenter en prince charmant, et puis là, va te faire douter de toi, et puis là, tu vas revenir à tes meilleurs sentiments, la vie va continuer, après un temps, ça... Dans la violence conjugale, en fait, c'est quelque chose de récurrent. Ça revient et ça passe toujours par les mêmes phases. Donc, pour moi, tu t'extirpes de là parce que les conséquences peuvent être graves dans les violences conjugales, dans la violence conjugale. Ça peut partir des blessures physiques à la mort. Vous conviendrez avec moi qu'on en entend souvent dans les médias, des femmes, des féminicides, des femmes qui se font tuer par leurs conjoints, parfois même les enfants. On en parlera, je pense, plus tard. Pas parfois, souvent ou tout le temps, les enfants sont aussi impliqués dans cette violence conjugale qui devient à ce moment-là familiale. Donc, pour moi, tolérance zéro, tu sors de là, tu vas te mettre à l'abri, tu peux appeler la police, tu peux aller dans une maison d'hébergement, il y a des services dans ta ville, il y a des travailleurs sociaux, il y a des personnes ressources auxquelles tu peux te référer pour te sortir de là. Évidemment, ce n'est pas toujours facile pour la femme. Mais si la femme se retrouve, par exemple, dans une maison d'hébergement ou dans un endroit sécuritaire où elle peut avoir des services d'intervention ou de counseling, comme on dit souvent en Ontario, ben, moi, je suis pour une approche féministe. Pourquoi féministe? Vous avez dû vous en douter dès le début. Moi, mon approche est féministe. Pourquoi? Parce que dans cette approche, on accompagne une femme à se réapproprier son pouvoir. Pas son pouvoir sur les hommes, ça n'a rien à voir. Beaucoup ont tendance à dénigrer le féminisme en pensant que c'est les femmes qui veulent prendre la place des hommes ou bien prendre le pouvoir des hommes. Non. Écoutez, on vit dans une société où il y a le men privilege. Je ne sais pas si ça se dit, je sais qu'il y a le white privilege aux États-Unis. Il y a ce concept-là existe aux États-Unis, mais moi, je dirais que dans n'importe quelle société sur cette planète Terre, il y a un peu ce qu'on peut dire le men ou le privilège des hommes. Les hommes sont privilégiés dans nos sociétés, privilégiés en termes de droits, en termes d'emploi, en termes de tout. Si on compare, les hommes sont beaucoup plus privilégiés. Et pourtant, les femmes sont beaucoup plus nombreuses sur cette planète. OK? Je crois qu'il y a 51% de la population de la planète qui sont des femmes et 49% qui sont des hommes. Mais comment ça se fait qu'il y a ce déséquilibre-là? Donc, c'est là qu'on veut que la femme se réapproprie son pouvoir en tant que femme, son pouvoir en tant que citoyenne, son pouvoir en tant qu'une personne à part entière, un individu qui a le même potentiel qu'un homme. Pas pour prendre sa place, pour prendre juste sa place à elle. OK? Je pense que il y a eu une construction dans la société qui a voulu que les hommes aient plus de place que les femmes dans la société. Vous allez regarder même dans la socialisation même des enfants, la façon dont on va éduquer les garçons, la façon dont on va éduquer les filles, ce n'est pas du tout de la même façon. Donc déjà, à la base, on est en train de creuser le fossé entre les garçons et les filles. Et après, ça se répercute dans la société et les garçons intègrent qu'ils sont ci, ils sont ça, ils ont tel pouvoir, Donc, c'est vraiment à la base. Donc, si la femme peut se réapproprier son pouvoir pour déjà prendre soin d'elle-même, pour pouvoir être une citoyenne à part entière, ça va être déjà ça. Et dans l'intervention féministe, bien sûr, pas de préjugés. Hein. Quand une femme vient te raconter son vécu, ben, tu la prends telle qu'elle vient et tu l'aides en fonction de ce qu'elle te donne comme expérience de vie. OK? Donc, c'est vraiment l'approche et l'intervention féministe que moi, je préconise au niveau de la violence conjugale.
Voilà. Parfait, merci beaucoup pour la réponse. On poursuit. J'ai entendu, ça c'est une sous-question. Quand vous avez expliqué, vous avez dit que, si je comprends bien, la violence, ce n'est pas seulement physique, puis il y a d'autres formes de violence. Et vous avez dit aussi, quelque part, le mot à privilégier, c'est l'appropriation de son identité. Maintenant, moi, la sous-question que je voulais savoir, une femme qui vit de la violence, pas physique, mais verbale, la violence verbale à l'égard de son conjoint, la violence verbale et la violence, l'abus verbal et l'abus matériel. Comment cette femme-là saura qu'elle vit dans une relation abusive, qu'elle est abusée matériellement et moralement? Puis, quand vous avez dit, par exemple, c'est la mort. Cette mort-là, ce n'est pas physique parce que la femme ne se fait pas tabasser. Mais comment vous pouvez expliquer cette mort-là? C'est quoi? Elle perd quoi selon vous? La question est à Mme Cohn. Oui, je ne sais pas si j'ai très bien compris ta question, mais je vais quand même essayer d'y répondre. En général, on ne peut pas vraiment scinder ces violences-là. Elles sont interreliées, OK? Quand tu parles de la violence verbale et psychologique sont très liées, par exemple, OK? Tu as parlé de la violence matérielle. Bon. Je vais commencer par la violence matérielle qui est beaucoup plus évidente. Comment une femme peut reconnaître qu'elle est abusée sur le plan matériel? Ben, le monsieur va, par exemple, prendre sa carte bancaire, va vouloir gérer toutes les finances de la maison, même si la femme travaille, il va vouloir tout gérer, tout contrôler. Hein? Il y a des maris, moi je connais des gens, par exemple, dont les maris, tous les soirs, avant de se coucher, il va aller regarder les transactions qu'il y a eu dans le compte bancaire. Tu comprends? Ça, c'est à titre d'exemple. Pour la violence verbale, ça va être des insultes. Les insultes, on les reconnaît. Ça va être rabaisser. Il y a beaucoup d'hommes qui rabaissent leurs femmes devant les enfants, devant les invités, devant les amis. Des insultes, rabaisser, rire, se moquer. T'es grosse. Je ne sais même pas pourquoi je t'ai épousée. T'es grosse. Vraiment des paroles blessantes. OK? Donc, toutes ces paroles, ça va atteindre, ça va. Bon, tu parlais de la mort intérieure. Oui, l'estime de soi est atteinte. Quand on te traite de grosse, on te traite de tous les noms, de ci, de ça, à un moment donné, ben, ton estime, veut pas, il va être affecté. OK? Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, vous avez répondu. Merci pour la réponse. C'est beau. Je poursuis, il nous reste 5 minutes. Et je reviens à Mme Nana Ngobila. Lorsqu'il y a au Canada, on va parler vraiment dans notre cercle, ici où on vit, en cas de violence conjugale, lorsque les intervenants sont dans le dossier, ils vont regarder les enfants issus de la relation. Et selon vous, c'est quoi l'appréhension de l'Église par rapport à ça? Les enfants qui vivent dans une famille où il y a la violence conjugale. Quels sont les problèmes que ces enfants-là rencontrent et c'est quoi la perception de l'Église en tant que vous, évangélistes, par rapport aux enfants qui vivent dans une famille où les parents se battent tous les jours, par exemple, se chicanent à tout moment? C'est quoi? Merci. Absolument. Merci beaucoup pour la question. C'est une question très, très importante. Nous le voyons tous les jours, nous le rencontrons, nous entendons, nous voyons ces enfants
ces enfants qui vivent dans un environnement où il y a de la violence, ce sont des enfants à qui nous ôtons la grâce de pouvoir voler dans le monde. Quand je dis voler, ça veut dire de pouvoir s'épanouir dans le monde. C'est comme si cet enfant qui veut commencer sa vie et vous lui ôter tout le potentiel, toute la capacité. Ce sont des enfants déchirés, des enfants abandonnés à eux-mêmes, des enfants qui perdent leur manière de fonctionner. Ils ne comprennent pas comment normalement un couple normal devrait fonctionner. Ça les aveugle, ça change leur personnalité. Vous verrez peut-être un enfant qui était né, qui était un enfant jovial, mais tout à coup, il devient vraiment très, très terne. Tout à coup, il est incapable de s'exprimer. Il a peur de parler parce que lui, il est habitué à voir que quand maman parle, quand maman essaie de s'exprimer, papa la gifle. Mais la manière dont... Et nous sommes en train... Ce qui se passe dans la vie, c'est que quand nous enseignons aux enfants, ils retiennent pas ce que nous disons, mais ils retiennent ce qu'ils voient. Ce qui fait que demain, ils vont reproduire la même chose. Vous pouvez parler à des enfants qui ont vécu la violence conjugale et ils se sont dit, moi, jamais dans ma vie, je vais massacrer ou bien je vais être mauvais avec mon épouse. Mais ils se retrouvent à se comporter de la même manière que son père qui tapait sa femme. Sa mère. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a vécu, c'est ce qui est enregistré, c'est ce qui est dans le subconscient. Alors oui, l'Église a un grand travail à faire. On a un grand travail à faire. On doit enseigner. Comme disait Madame Capens, la violence n'est pas tolérée. La violence ne doit pas être acceptée. Parce que même, c'est vrai, on parle de l'homme qui est fort, on parle de l'homme qui est la tête, on parle de l'homme qui est le leader. Mais quand on parle de la femme qui est laide, j'aime parce que le mot aide qui est utilisé dans la Bible, c'est le mot aide dans le sens, ce soutien-là dont on a absolument besoin. Donc, quand on parle d'un soutien qu'on a absolument besoin, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est quelque part fort. Donc, on est appelé à être une équipe. Normalement, ce n'est pas supposé être que c'est toi le leader, c'est toi le boss. Quand tu arrives, tout le monde a peur de toi, tu contrôles tout le monde. Non, 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 ce n'est pas ça. Alors, reparlons aux enfants, nous avons beaucoup de choses à faire. Nous devons les enseigner. C'est quoi l'équilibre? C'est quoi un vrai amour? C'est quoi aimer? Et je parlais à quelqu'un il n'y a pas très longtemps, je leur ai dit, et Madame Capel en a parlé aussi, je leur ai dit, les femmes, les jeunes filles, elles sont enseignées. Hein? Du matin au soir, on enseigne à la jeune fille comment tu dois te comporter, comment tu dois prendre soin de ton ménage, combien tu dois faire ceci, cela, mais on a l'impression que les hommes ne sont pas enseignés. Les hommes n'ont pas de repères. Alors vous verrez dans plusieurs couples, quand vous posez réellement la question, souvent c'est parce que l'homme, oui, il est capable de pouvoir produire, il est capable de pouvoir pourvoir, mais il ne sait pas comment on traite une femme. Il ne sait pas ce que ça veut dire aimer. Pour lui, aimer, c'est toucher sa femme, la mettre au lit et on passe à autre chose. Alors que ce n'est pas ça, c'est plus que juste être capable de pouvoir faire l'amour à son épouse. C'est plus, c'est d'apprendre, c'est de reconnaître que cette femme, c'est une partie de toi. Personne regarde le miroir et commence à s'insulter. Quand on regarde le miroir, on se regarde, on se dit, oh, je suis belle. Alors, pourquoi cet homme est en train de regarder le miroir et est en train de s'insulter? C'est ça, au fait, l'abus conjugal. Donc, ces enfants sont des enfants brisés. Et nous devons faire leur apprendre, je demande à tout le monde de se muter, s'il vous plaît, d'apprendre d'aimer, d'apprendre à s'aimer. La personne qui nous a rejoint, s'il vous plaît, si vous pouvez... OK. Donc, c'est ça. Il y a un grand travail à faire avec les enfants. Si nous faisons ce travail, nous le faisons bien. Si nous encadrons ces enfants, nous leur donnons encore la confiance en nous. Ça va nous éviter beaucoup de dégâts demain. Ça permettra que nous puissions passer moins de temps à, comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Et je vous remercie et je repasse la parole.
Merci beaucoup, Nana, pour la réponse. Je reviens avec Madame Conte-Capin avec la même question. Pourquoi les services sociaux, quand ils arrivent dans une famille où il y a une relation abusive, ils vont pouvoir questionner les enfants? C'est quoi la source? Pourquoi les enfants sont impliqués à ça? Merci. Merci, Julie. Alors, pourquoi les enfants sont consultés ou sont, comment dire, entendus par les services sociaux? Ben, c'est parce que ce sont les premiers témoins de ce qui se passe dans la maison. Ce sont les premiers témoins, ils vivent au quotidien ce qui se passe dans leur maison et malheureusement, ils en subissent aussi autant ou sinon plus les conséquences que la personne adulte qui est victime de la violence dans la maison. Et beaucoup d'études, c'est même plus approuvé aujourd'hui, ont démontré que les conséquences sont nombreuses sur les enfants. OK? Donc, les conséquences sont physiques. Les enfants peuvent être blessés autant que leur maman, quand c'est le cas de la femme, et la plupart du temps, c'est la femme, peuvent être blessés. Les enfants peuvent être manipulés par l'abuseur. Les enfants peuvent être frappés. Les enfants peuvent... Les conséquences peuvent être physiques, les conséquences peuvent être psychologiques. Moi, en travaillant dans les écoles, j'ai pu comprendre que certains comportements des enfants, souvent, on taxe les enfants, hein, on les pointe du doigt, mais quand tu regardes bien, le comportement des enfants a souvent un lien, pas toujours évidemment, a souvent un lien avec le vécu à la maison. Même quand tu vois les jeunes aujourd'hui qui se retrouvent dans les prisons aujourd'hui, si tu vas fouiller un peu dans leur passé, tu vas voir qu'ils ont peut-être vécu, pas tous évidemment, hein, je ne suis pas en train de généraliser, mais il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent aujourd'hui en prison parce que la violence les a détruits. La violence a fait qu'ils ont peut-être décroché, ils ont eu des problèmes. Comment veux-tu t'appliquer, faire tes devoirs dans un contexte de violence? Comment veux-tu t'appliquer dans un contexte de violence? Tu ne peux pas. Avec le temps, tu prends du retard. Tu ne peux pas inviter tes amis à la maison parce que tu as peur de ce qui va se passer à la maison. En fait, les parents sont supposés être des modèles pour leurs enfants. Ce sont les premiers modèles. Hein? D'ailleurs, on a tous été des enfants, on a idéalisé nos parents. Alors, imagine-toi un enfant qui voit tous les jours ou très souvent son père frapper sa mère. Comme disait Madame Nana, même s'il se jurait consciemment qu'il ne va pas reproduire le même acte que son papa, mais inconsciemment, c'est ce qu'il a enregistré et ça peut ressortir plus tard. Donc, les enfants, il faut les enlever d'un contexte de violence parce que les conséquences sont vraiment terribles. Évidemment, il y a des enfants qui sont très résilients et qui s'en sortent, mais beaucoup ne s'en sortent pas, même s'il n'y en avait qu'un seul. Si on peut sauver cet enfant-là, il faut sortir les enfants d'un contexte de violence parce que les conséquences sont très importantes. Ça gâche la vie d'un enfant, d'un futur adulte, je veux dire. Voilà. OK, merci beaucoup. Ça s'achève. On est vraiment rendu à la fin. On avait une question qu'on ne va même pas parcourir. La dernière question, je voudrais rejoindre Madame Nana. Selon vous, il y a plusieurs femmes qui nous écoutent ce soir, puis la vidéo, d'autres femmes qui vont écouter ça encore. Il y a certaines femmes de l'Afrique aussi qui sont dans notre organisme, qui vont écouter notre vidéo. Et quel est le remède que vous, les secrets que vous donnerez à une femme qui vit dans une relation abusive où les services sociaux comme au Canada n'existent pas? C'est quoi les remèdes que vous allez donner à cette femme-là,
en tant qu'une Africaine? En tant qu'une Africaine, le premier conseil que je pourrais dire, parce que comme nous l'avons dit, la violence conjugale vient faire des dommages au-delà de la force d'une gifle sur une personne. Ça vient dédommager et ça vient en pâtir le caractère, la personnalité d'un individu. Alors, je pourrais dire d'abord, premièrement, à cette femme que si elle se sent blessée, elle s'est sentie blessée, rabaissée, délaissée, crachée au visage, je peux lui dire qu'il y a encore de l'espérance. Qu'elle puisse savoir qu'au-dessus de tout, le Créateur qui l'a créée n'a pas créé pour que ce soit une femme malheureuse. Premièrement, le mariage n'est pas une finalité. Quand les choses ne marchent pas, il faut prendre le courage de parler. Et il y en a d'autres femmes qui ont essayé de parler et on les a tues à jamais. C'est pour ça que c'est très important que quand tu es dans une relation toxique, abusive, où ta voix n'est pas entendue, parce que je ne crois pas que cette femme va juste claquer la porte de sa maison comme ça. Sûrement, elle a essayé de parler, sûrement, elle a essayé. Si tu as essayé plusieurs fois de gérer la situation, si vous êtes un couple marié, que vous avez appelé vos parents et que malgré ça, ça n'a pas marché, si vous avez appelé votre prêtre ou appelé votre pasteur, malgré ça, les choses n'ont pas marché, si tu as pris le temps de chercher Dieu, de demander au Seigneur de pouvoir t'éclaircir dans la situation, il y a plusieurs méthodes, parce que comme je vous disais, au-delà du physique, il y a quelque chose qui se passe et dans le spirituel et dans les émotions. Peut-être la personne avec qui tu t'es engagé ou à la personne avec qui tu vis, tu n'as pas vraiment appris à le connaître, tu ne sais pas qui il est. Et parce que tu ne sais pas qui il est, tu ne sais pas jusqu'à quel niveau il peut s'y rendre. Quand nous parlons de violence, en tant que serviteur, en tant que prédicateur de la parole, nous disons toujours une chose. Au niveau de la violence, quand vous avez essayé de parler, vous avez essayé de gérer la situation, ça n'a pas marché, je devrais vous le dire, par précaution et parce que la vie est précieuse, essayez de vous dissocier un peu. Je n'encourage pas le divorce. Je n'encourage pas le divorce. Mais comme on a dit, vaut mieux prévenir que guérir. Je connais un couple ils avaient ce genre de problème. Ça ne marchait pas. Ils ont tout essayé. La femme a parlé à la famille. L'homme, même quand la famille intervenait, l'homme insultait la famille. C'était terrible. À un moment, elle n'en pouvait plus. Non seulement qu'elle n'en pouvait plus, mais elle était déchirée de voir les enfants qui étaient tout le temps craintifs, qui pleuraient à tout bout de champ. Elle a dû absolument sortir. Mais vous savez, il y a des fois des langages que d'autres personnes ne comprennent, un langage de force. Quand elle s'est dissociée, quand elle est sortie pour pouvoir se mettre à l'abri, ça a été comme un wake-up call en ce moment-là pour cette personne de se rendre compte qu'au fait, elle était importante. Au fait, je ne peux pas vivre sans mes enfants. Et ça a pris un travail encore pour lui faire comprendre que ton attitude est mauvaise, tu dois changer. Parce que c'est ça, quand tu es quelqu'un d'abusif et que personne ne peut t'arrêter, à un moment, ça devient comme a second nature, ça devient normal. Ce qui était anormal devient normal. Donc, à un moment, quelqu'un doit mettre son pied par terre et dire « enough is enough ». Au-delà de tout, je vous ai dit une chose et je le répète, je sais et je crois au miracle. Le miracle peut arriver, mais n'oublions pas que nous parlons d'un sujet qui est très glissant, qui est crucial, qui est vraiment fragile. C'est que non seulement nous parlons de l'abus, mais nous parlons de toute une vie qui peut chavirer, parce que la plupart des femmes qui se sont retrouvées tuées à cause de la violence conjugale, ces hommes-là, en giflant ou en faisant cet acte, n'avaient pas peut-être prévu tuer. Donc, nous devons faire attention.
Alors, à toutes ces femmes qui se retrouvent en Afrique, qui ne sont pas capables, ou peut-être elles dépendent, il y en a qui veulent sortir, mais elles ne sont pas capables de sortir parce qu'elles dépendent même au niveau financier, au niveau économique, elles dépendent de leur soi-disant mari ou bourreau. Mais ça prend des fois à faire des tactiques vraiment, des tactiques fortes. Il faut apprendre à se séparer un moment, à pouvoir faire passer le message et de mettre Dieu dans la chose. Vous serez capable de pouvoir recommencer. Merci, madame. Merci beaucoup. C'est vraiment beau de vous entendre parler. La même question, je renvoie à Madame Cohn. Madame Cohn, c'est maintenant les femmes immigrantes qui sont au Canada. Les femmes immigrantes issues d'Haïti, issues de Maghreb, n'importe où. Quel conseil, parce que quand vous avez expliqué, quand nous arrivons ici, nous n'avons pas de famille, des fois on est seul. Le mari représente tout. Surtout les femmes que leur mari les amène ici, comme ils n'ont pas de famille. Vraiment, qu'est-ce que toi, tu donnerais comme remède à ces femmes-là qui vivent la violence conjugale et qui ne sont pas capables de dire non? Selon vous, quel est votre remède que vous allez donner? C'est quoi les secrets que vous allez donner à ces femmes-là aujourd'hui avant qu'on termine notre réunion? OK. Merci, Julie, pour la question. Je suis très, très contente que Madame Nana ait dit que le mariage n'est pas une finalité, parce que moi, je le répète assez souvent aux gens et souvent, je me fais mal regarder. Alors, je vois que je ne suis pas la seule à le penser. Oui, le mariage n'est pas une finalité. À la jeune fille qui n'est pas encore mariée et qui aspire au mariage, ce que je peux dire, lui dire, c'est que prépare ton avenir à être autonome. Autonome en entreprenant quelque chose, soit des études, soit une petite affaire ou quelque chose comme ça, de telle sorte que tu ne te retrouves pas un jour dépendant d'un homme. Ça, c'est aussi bien ici qu'au Congo, OK? Donc, une femme autonome, une femme entreprenante aura beaucoup plus de facilité à s'en sortir qu'une femme qui dépend à 100% d'un conjoint. OK? Donc, ça serait vraiment pour les filles qui aspirent à se marier. Mais la femme qui est déjà mariée, là, tu dois faire un choix entre ta vie et ta vie sans violence et demeurer à jamais dans la violence. Et moi, si j'ai un conseil à donner à cette femme-là qui subit de la violence, c'est de ne pas l'accepter, de ne pas se résigner face à cette violence-là, OK? La violence, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qu'on devrait accepter. C'est pas quelque chose qu'on devrait tolérer. C'est quelque chose qu'on devrait refuser absolument. Quitte à quitter ce mariage-là pour sauver ta vie, je ne suis pas pour le divorce, hein, mais je ne suis pas non plus pour que quelqu'un soit malheureuse toute sa vie, parce que je suis convaincue qu'on n'est pas, c'est pas ça la mission pour laquelle on est sur cette terre. Alors, si quelque part, il y a quelqu'un qui t'empêche de t'épanouir, qui t'empêche d'être heureux, c'est qu'il y a un problème, il faut que tu te débarrasses de cette personne-là. Te débarrasser, c'est aussi t'éloigner de cette personne-là. Donc, heureusement, je dirais que tous les hommes ne sont pas violents. La majorité des hommes ne sont pas violents, heureusement. Mais dans le cas de la violence conjugale, moi, en tout cas, c'est tolérance zéro. En tes jambes à ton cou, sauve ta vie. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Madame Nana. Merci, Madame Cohn, pour la soirée et votre temps. Je passe la parole à Madame Thérèse. Allô? Est-ce qu'elle est là? Oui, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai un peu de problème avec mon Internet. Donc, c'est la
période des questions pour ceux qui sont avec nous aujourd'hui, aux participants. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez, Julie? Oui, parce que de mon côté, j'ai un peu de problème de connexion, je pense. Est-ce que Julie, tu m'entends? Oui, ça va bien. Donc, merci d'être présent au plateau. Comme Madame Thérèse vient de le dire, c'est la période des questions. Si vous avez des questions, on vous laisse un petit 5 minutes. Nos deux panélistes sont là, ils peuvent répondre à vos questions. Merci beaucoup. Il n'y a pas de questions? Non? OK. Bon, voilà, nous sommes rendus presque à la fin. Merci vraiment d'être présente ce soir. Et je laisse la parole à Madame Kohn en premier, ensuite à Madame Nana, de nous dire les derniers mots pour la soirée et au plaisir de vous rencontrer pour de prochaines réunions. Le micro, Madame Kohn, le micro est fermé. Merci, je m'excuse. Alors, pour terminer, le dernier mot que j'aimerais lancer ce soir, c'est de dire, d'abord de souligner le fait que la violence conjugale, c'est un problème de société, donc ça nous concerne tous, OK? Ça concerne non seulement les femmes, ça concerne aussi les hommes. Alors, les femmes doivent prendre conscience que la violence conjugale, c'est pas un problème un problème de couple, c'est un problème qui va au-delà de ça, c'est un problème qui touche toute la famille, c'est un problème qui a des répercussions dans la société aussi, parce qu'une femme, par exemple, qui a des problèmes de santé mentale, parce qu'elle vit de la violence, ben, au niveau des instances de santé, il y a des répercussions. Hein? Donc, c'est un problème de société et tout le monde doit en prendre conscience, tout le monde doit militer pour que ce fléau de société puisse un jour disparaître. OK? Il y a quelque chose d'autre que je voulais ajouter. Oui, en tant que femme, parce que ce que je constate souvent, c'est que les femmes sont les premières à juger les autres femmes. OK? Les femmes, surtout nous, les Africaines d'origine ou les personnes issues de l'immigration, mais c'est compréhensible selon la socialisation qu'on a reçue, l'éducation qu'on a reçue. Donc, la femme a un rôle à jouer et puis l'homme aussi a un rôle à jouer. Donc, la femme, la façon dont on nous éduque, c'est de subir, d'être soumis, de subir. Alors, souvent, on va entendre qu'une femme doit être soumise. On utilise abusivement un passage biblique pour dire que la femme doit être soumise. Mais entre-temps, le même passage demande à l'homme d'aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Alors, on se focalise juste sur la soumission de la femme, Je pense que quand il y a de l'amour dans un couple, hein, les choses vont de soi. OK? Donc, il n'y a pas besoin de forcer sur une soumission ou quoi. Bref, c'était une parenthèse que j'ouvrais, que les femmes doivent être solidaires entre elles, que les femmes sont responsables de la base de l'éducation des enfants. Donc, elles ont un rôle à jouer dans le changement des mentalités au niveau des enfants. OK? Donc, une femme qui a des enfants garçons, qui peut aider ses enfants garçons à comprendre que la violence conjugale a des répercussions sur l'individu et sur la société, je pense qu'à la longue, les mentalités vont changer et on va résoudre une bonne partie de ce fléau, de ce problème de société. Donc,
solidarité des femmes, que ce soit ici ou que ce soit au Congo, pas de jugement. Une femme qui te raconte ce qu'elle vit, accueille-la, donne-lui ton épaule, écoute-la, c'est juste de ça qu'elle a besoin. Elle n'a pas besoin que, en plus des souffrances ou de la violence qu'elle vit à la maison, que tu la charges en plus de jugement et qu'elle se sente encore coupable. Donc, voilà ce que je pouvais dire un peu ce soir pour terminer notre rencontre. Merci. Madame Nana, la parole est à vous. Merci, merci, merci. Pendant que je préparais cette conférence, mon cœur était vraiment lourd. Mon cœur était lourd, pourquoi? Parce que la violence conjugale, c'est pas quelque chose de beau. Ça fait des dommages vraiment importants, des dommages, ça tue, ça tue. Ça tue non seulement physiquement, mais même émotionnellement. Ça tue non pas seulement nous, mais ça tue toutes les personnes qui le vivent. Ça veut dire toutes les personnes qui sont autour de nous, nos membres de famille, nos enfants. Alors que l'amour, c'est beau. L'amour, c'est un cadeau. L'amour ne devrait pas faire mal. Mais j'ai beaucoup aimé pendant qu'on a partagé, on a parlé des chicanes. Madame, quand on nous a bien parlé, des chicanes, ça peut arriver. Parce que vous avez deux personnes qui ont une éducation différente, qui ont été élevées de manière différente, qui viennent avec un différent background, des valeurs des fois différentes. Et vous avez deux personnes qui doivent se mettre ensemble, donc ce n'est pas facile pour pouvoir collaborer. Mais j'ai beaucoup aimé encore ce qu'on vient de dire. C'est vrai, on parle souvent de la soumission de la femme. Mais laissez-moi vous dire, une femme aimée, c'est une femme soumise. Et quand on parle d'un homme qui doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, Christ est mort pour son Église sans même que l'Église soit au courant de ça. Christ est mort pour moi sans même que je puisse payer quoi que ce soit. Il s'est donné avant même que la personne puisse parler. Il s'est donné lui-même. Donc, hommes, apprenez à aimer, à honorer, à valoriser. Celle que vous-même vous avez choisie, on ne vous l'a pas imposée, vous l'avez choisie. Apprenez à faire de votre femme la plus belle femme du monde, la princesse de votre vie, la reine de votre maison. Et je vous assure qu'elle fera de vous le roi de son royaume. L'amour, comme je disais, c'est beau. Mais laissez-moi vous dire, je parle maintenant à une jeune fille qui n'est pas encore engagée, ou qui est engagée, mais qui ne s'est pas encore mariée, ou bien qui est en relation et ne vit pas encore avec la personne. On dit que l'amour rend aveugle et que le mariage le rend la vue. Souvent, on dit ça, oui. L'amour rend aveugle. Quand tu aimes, tu as l'impression que tout va bien, tout est beau. Mais quand tu te maries, on dirait que tout tombe. Rap. Là, vraiment, le masque tombe, la vraie personne est là. Mais il y a des choses, il y a des éléments que tu es capable de reconnaître. Une personne violente, même s'il fait un effort de se cacher, il y a des choses que tu peux reconnaître. Tu peux voir que c'est quelqu'un qui se fâche assez facilement, c'est quelqu'un qui veut toujours avoir raison, c'est quelqu'un qui a un ego très, très, très prononcé, c'est quelqu'un qui ne voit que lui, c'est quelqu'un qui tout tourne autour de lui. Ce sont des éléments, des facteurs que tu dois tenir en considération. Et ce qui fait la beauté d'une relation, c'est la communication. Alors, si tu vois ces éléments-là, dès le début, adresse le problème. Parle avec la personne. Parce que là, tu n'es pas encore dans sa maison, tu as encore un mot à dire. Parce que des fois, on a l'impression que quand on a déjà été, on nous a mariés, on nous a mis de la maison, c'est comme on ne peut plus parler. Mais là, tu n'es même pas encore dans la maison. Donc, tu peux mettre les choses en ordre. Et tu peux dire à la personne, non, 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 on ne parle pas comme ça. On ne me parle pas comme ça. Parce que je suis une femme, je m'aime, je suis équilibrée, je sais qui je suis et je veux aller de l'avant. Et maintenant, la personne qui est dans cette relation, je peux vous dire que oui, le miracle existe. Peut-être vous avez mal commencé,
mais ça ne veut pas dire que vous allez mal terminer. Mettez Dieu au-dessus de tout. Il est la première ressource, parce que c'est lui la source de l'amour. On ne peut donner que ce qu'on a. Il y en a qui donnent que de la violence parce que c'est tout ce qu'ils ont reçu. Mais quand vous venez vous ressourcer au pied de celui qui donne cet amour, il vous donnera la capacité d'aimer comme il faut aimer. C'est vrai, comme je vous disais, mon cœur était très lourd, très, très lourd, parce qu'il y a plusieurs femmes qui souffrent. C'est vrai qu'on a parlé des femmes, mais il y a aussi plusieurs hommes qui souffrent aussi. Parce qu'il y a plusieurs hommes qui sont très, très agressifs à cause aussi du comportement de la femme. Une femme qui ne frappe pas, mais quand elle ouvre la bouche, aïe, 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 c'est terrible. Donc, il y a du travail à faire. C'est vrai, c'est un problème de la communauté, c'est un problème qui doit être adressé alors à chaque niveau. Femmes à la maison, au travail, partout où nous sommes, prônons pour la paix et pour une société équilibrée. Merci beaucoup pour cette occasion, pour cette opportunité. Merci. Waouh, c'est beau. Je vais encore vous écouter demain. C'est tellement enrichissant notre conférence ce soir. Merci les dames. Vraiment, nous sommes à 2 minutes de la clôture de la conférence. Est-ce que Madame Thérèse, vous avez quelque chose à dire? Oui, moi je vais juste remercier nos deux panélistes, Madame Nana Ngombila et Madame Con Kapan, pour ce bon moment très enrichissant. Et merci à tous. Vous avez eu l'information et n'hésitez pas à assister à d'autres conférences à venir. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour l'invitation. Moi, je clôture la conférence en remerciant tout le monde pour ce soir. Toutes les personnes qui nous avaient rejoints. Je vois Madame Kimia, Patricia, Juliane, Clarisse, Stéphania. En tout cas, tout le monde qui est présent sur notre plateforme, je vous remercie pour le temps que vous avez accordé de venir nous rejoindre avec nos deux panélistes. Madame Nana, vraiment grand merci de nous avoir honorés aujourd'hui avec des bons conseils qui vont peut-être sauver la vie de certaines femmes qui vivent dans la relation abusive. Et je remercie aussi Madame Con, ma collègue. Merci d'être présente ici ce soir et qu'on continue, on ne lâche pas. Si on a d'autres sujets intéressants, on va toujours vous inviter à notre plateforme. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci beaucoup. Au revoir.